Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette table ronde, placée sous le haut patronage de Madame la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'inscrit dans un calendrier de la formation professionnelle chargé, avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le rapport Marx-Bakorski, et dans quelques mois, la création des organismes de compétences, les fameux OPCO. Tous ces points sont des marqueurs qui vont baliser un secteur en forte mutation. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu quels sont les rôles que les différents acteurs peuvent jouer face à cette transformation digitale. Les pouvoirs publics, tout d'abord. Les pouvoirs publics, me semble-t-il, ont choisi de substituer à une culture de moyens, une culture de résultats. L'accroissement des compétences prend le pas sur de simples formations dans un contexte global complexe et volatile où le maître mot devient l'employabilité. Pour les entreprises ensuite, évidemment, la digitalisation ouvre un champ d'opportunités nouvelles. Certes, mais cela représente également un enjeu majeur d'adaptation des compétences. Au niveau individuel, enfin, tout un chacun est libre aujourd'hui de suivre un parcours de compétences, comme la loi que je citais tout à l'heure l'y incite. On le voit, l'enjeu est de taille, il est technique, mais il est également essentiellement humain. Et je pense que le véritable enjeu, c'est que les pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers puissent aller de l'avant ensemble. On a connu la transformation industrielle, aujourd'hui sur une transformation digitale fondamentale. Notre métier, c'est d'essayer de permettre à chacune et chacun de s'accompagner, de retrouver leur nouveau positionnement. En tout cas, c'est un sujet central sur lequel on sent bien que ça bouge beaucoup. Il faut former, et en même temps, il faut former en étant très prudent, parce que personne, je crois, n'est capable de dire exactement comment les choses se situeront dans 10 ans. On a des idées. On ne peut se tromper qu'une fois sur deux. Donc c'est important, c'est de former, mais surtout de garder une culture générale telle qu'on pourra s'adapter à tout moment en fonction de l'évolution de la situation. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Vous venez de faire une intervention tout à fait importante qui éclaire bien ces nouveaux positionnements. Le fait que la digitalisation impacte le contenu du travail, elle impacte la relation au client. Vous avez parlé d'une relation client différenciée, voire différée, décalée, distancée. La relation au temps également, et puis un changement de comportement de la chaîne des acteurs. Je me tourne maintenant vers Monsieur le professeur Sergio Vasquez-Bonfman, qui est professeur de transformation digitale à l'ESCP Europe et doyen associé au Digital Learning. Vous voyez, nous sommes complètement dans le sujet. Monsieur le professeur, votre qualité de pédagogue et d'innovateur, porteur de cette transformation au sein de l'ESCP, de l'école, me conduit à vous interpeller sur votre vision de ce que doit recouvrir l'offre de formation pour être à la hauteur des enjeux qui viennent d'être décrits. Merci. Tout d'abord, je voudrais commencer par un concept, transmettre un message fort, qui est une interprétation, disons, correcte de la technologie dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un support, la technologie, aux activités. Son rôle dans l'histoire, ça a été, ça l'est et sera, d'être un ouvrant de possibilités. Et la technique avant la technologie, même chose. C'est-à-dire que la technologie permet non seulement de faire les mêmes choses qu'on faisait avant, mais autrement, de manière plus puissante, mais aussi de faire des choses complètement nouvelles qui avant étaient tout simplement impossibles, inimaginables. Et avec cette interprétation-là, c'est puissant parce que ça nous amène nécessairement à nous poser la question, mais ces nouvelles technologies digitales, depuis l'informatique, l'Internet, l'intelligence artificielle et celle de maintenant comme le blockchain, le big data, etc. Quelles nouvelles possibilités nous ouvrent à nous, établissements d'enseignement supérieur, non seulement pour transformer l'enseignement et l'enrichir, mais aussi, on pourrait dire, dans le business de l'enseignement supérieur. Et les réponses à cela, c'est que d'une part, ça permet effectivement, grâce à l'Internet qui a tout changé, de accroître énormément l'échelle de gens qui peuvent être formés. Grâce à on va dire, l'amélioration, mais de beaucoup, de ce qu'on appelait avant l'enseignement à distance, qu'on appelle maintenant l'enseignement online. C'est pas la même chose que les connaissances.
Quand on dit quelqu'un sait quelque chose, pour savoir s'il le sait, il faut l'interroger, il suffit de l'interroger. Mais quand on veut savoir si quelqu'un est compétent, on ne peut pas tout simplement lui demander de parler à propos de la compétence. Il faut qu'il montre la compétence en action, c'est-à-dire qu'il fasse les choses. Et c'est là la grande distinction. C'est que la compétence se montre dans l'activité concrète, dans le faire, pas seulement dans le savoir. Et il faut comprendre une chose, c'est que contrairement à quelque chose qui est notamment dans la civilisation occidentale et enraciné depuis l'époque de Platon, à savoir que quand on comprend théoriquement et conceptuellement quelque chose, cela est non seulement nécessaire, mais suffisant pour pouvoir le mettre en œuvre, les faits prouvent que c'est faux. Qu'il y a un écart, au contraire, entre savoir et faire. Que ce n'est pas parce qu'on maîtrise les connaissances dans quelque chose qu'on sait les mettre en œuvre. Ce qui nous amène à quelque chose de très important, c'est que dans les pédagogies que nous devons mettre en œuvre pour former aux gens afin qu'ils acquièrent des compétences et non seulement des connaissances, nous devons faire en sorte que pendant la formation, les gens puissent, soient même forcés à appliquer les connaissances générales à des cas particuliers, et notamment aux cas particuliers auxquels ils font face dans leur quotidien au travail. Et c'est grâce à cela que nous allons probablement réduire cet écart entre savoir et faire, lequel écart est responsable du faible retour sur investissement qu'a souvent la formation, notamment la formation permanente. Et dans ce contexte, le projet que nous commençons maintenant avec Fulf Finance trouve toute sa place et nous permet de saluer tout cela parce qu'effectivement, nous sommes là devant un projet, une expérience qui permettra vraiment de faire avancer les choses concrètement dans les entreprises au jour le jour par la combinaison de l'innovation pédagogique et des nouvelles possibilités que nous ouvrent les technologies digitales, possibilités dont il faut se saisir parce qu'elles sont en état virtuel. Il faut qu'on agisse en quelque sorte avec un esprit entrepreneurial innovateur afin de make it happen, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc je finirai par ces mots et en remerciant nos amis de Fulf Finance de nous avoir offert cette immense opportunité de faire avancer les choses dans notre cher pays. Merci. Ces différents exemples très concrets qui sont en train de se passer au niveau industriel, au niveau santé, au niveau service, montrent bien qu'il y a un besoin de compétences des opérateurs, il faut les adapter. Comment collaborer avec un robot sur une chaîne de montage? Comment, moi, en tant que médecin, je peux utiliser un système d'intelligence artificielle qui me donne une alerte sur un patient? Comment, moi, conseiller en banque, je peux utiliser, dans ma démarche Know My Customer, je peux utiliser les informations qui me sont remontées par le Big Data et faire un tri approprié pour avoir cette action. Donc comment tout manager, tout opérateur est obligé aujourd'hui de collaborer avec la technologie et comment peut-il se former à cela? Et donc nous, j'en reviens au côté pédago, notre mission en tant qu'institution d'enseignement supérieur, EM Lyon Business School, formation initiale, mais surtout beaucoup formation continue, c'est d'apporter des solutions. C'est de former justement ces managers, ces opérateurs, ces professionnels à la transformation, ça a été très bien dit par M. Ruiz, à la transformation de leur métier. Et de les accompagner en comprenant ces mutations, en comprenant comment les métiers évoluent, et derrière, en mettant en place des formations, des modules, des certificats qui permettent justement d'accompagner ce changement. Et donc, pour conclure sur la partie pédagogique, rassurez-vous, nos métiers à nous, dans l'éducation, sont aussi très très largement impactés, parce que derrière, la technologie, l'IA, redéfinit aussi le rôle du professeur. Comment peut-on aujourd'hui définir à quoi sert un professeur, si je peux utiliser ce terme de servir? Dans un système d'intelligence artificielle comme ceux que nous sommes en train de développer à l'EM Lyon Business School, de GPS de compétences, de tuteurs virtuels auprès de l'apprenant, qui permet d'analyser le niveau de compétences qu'a un apprenant, en identifiant son projet, de lui proposer des formations de manière dynamique pour l'accompagner dans sa montée en compétences. Quel rôle du coup à l'enseignant? Eh bien, l'enseignant, justement, c'est ce qu'on disait, n'est plus ce sachant qui apporte un savoir, mais plutôt cet expert collaboratif qui joue son intelligence collective, qui partage son expérience ou qui fait partager l'expérience de différents apprenants et qui anime une relation d'échange. On n'est plus dans le savoir diffusé de manière verticale, on est dans le flux et dans la continuité de la formation. Et donc toute cette démarche de l'intelligence artificielle qui garde, encore une fois, j'insiste, l'humain au centre du jeu, nous impacte nous aussi, nous pose question dans nos métiers de pédagogue et nous apporte par contre des outils merveilleux. L'intelligence artificielle permet la personnalisation. Alors on n'en est pas encore dans des niveaux très matures, mais tout ce qui est adaptive learning, tout ce qui est nouveaux algorithmes d'apprentissage qui permettent de qualifier exactement ce dont a besoin un apprenant, c'est des systèmes que l'on utilise, c'est des systèmes que l'on veut mettre en avant. Et donc on voit bien aujourd'hui, en conclusion, qu'il y a un véritable besoin d'hybridation dans les compétences. C'est-à-dire que nous, école de management, à l'EM Lyon, on a déjà des cours en data science. On recrute des mathématiciens spécialisés en intelligence artificielle, pas pour vous apprendre des algorithmes, mais pour vous apprendre les impacts de l'algorithme dans vos métiers et pour vous acculturer à ces sujets-là.
Et donc, la formation que l'on lance, et on est très heureux aussi de faire part de cette initiative lancée par First Finance, la formation IA dans le business a vraiment cette vocation à adresser l'hybridation aujourd'hui, sans laquelle on peut rien faire. Une école de management qui s'intéresse pas à la technologie, bien évidemment, elle est morte. On a bien compris ça, et c'est pour ça que tous ces projets, toutes ces certifications, tous ces modules que l'on lance, notamment celui que l'on lance avec Skill First, sont là pour répondre à cette dynamique. Et en conclusion, je pense qu'on n'est pas en retard en France sur la partie laboratoire de recherche, sur la partie start-up, sur les innovations. Par contre, et là c'est un appel un petit peu à tout le monde dans la salle, même si je ne connais pas le profil de tout le monde, par contre, on est très largement en retard au niveau de l'adoption et du passage à l'échelle. L'appropriation par les grands groupes, par les grandes entreprises et la transformation de leur business model avec ces différentes technologies. Et là, il y a un véritable besoin. Là, il y a besoin de faire monter en compétence les collaborateurs afin que cette appropriation puisse prendre corps dans les entreprises. Parce que sinon, c'est simple, hein, les trains chinois, les trains américains, ils vont passer et nous, on va juste les regarder passer. Donc, il n'est pas trop tard. C'est bien évidemment pour ça qu'on lance ce type de formation avec First Finance. Je vous encourage à aller voir vraiment de quoi il s'agit parce que ça vaut le coup et c'est aujourd'hui une nécessité, je pense, dans nos entreprises. Merci pour cette opportunité de partage. Oui, donc je vous propose en fait un regard porté qui est celui donc voilà d'un industriel, mais aussi de quelqu'un qui fait de la pédagogie également en entreprise. Et en effet, on parlait de digital, je vais rajouter quand même learning. Hein, moi, je suis sur la branche de la pédagogie, donc le numérique au service de la pédagogie. Pour partager ce soir, j'ai choisi de vous proposer une vision avec 3 dimensions et 3 réflexions personnelles. Donc, pour concernant la vision, première dimension qui fait écho à ce que mes collègues académiques mentionnaient, c'est ce que j'appelle une dimension qui a trait à un espace des possibles augmenté, que nous amène donc cette brique numérique et tout ce qu'elle peut d'ailleurs couvrir, car le terme est vaste. Donc, dans l'espace des possibles, de toute évidence, le pédagogue va trouver énormément de choses disponibles pour, quelque part, enrichir l'échiquier des modalités pédagogiques. Parmi celles qui, nous, en tout cas, nous intéressent énormément, il y en a une qui a trait à une composante dite de globalité, au sens que le numérique a une vertu, c'est de pouvoir proposer de la formation, par exemple, de façon globale, un peu partout dans le monde, là où, par exemple, nous n'avons pas d'université d'implantation, car le Thales Learning Hub, c'est maintenant 12 campus, mais Thales, avec 56 pays d'implantation, on ne peut pas couvrir toutes les nations, donc vertu globale. Il y en a d'autres, bien sûr, par exemple, une vertu inductive, qui d'ailleurs est intéressante, puisqu'on peut très bien aussi imaginer le numérique dans la salle de classe. Quand vous numérisez une séquence, par exemple, avec des tablettes en salle. Inductif, par exemple, pour découvrir un concept, au lieu tout de suite de basculer en mode expositif avec des collègues qui, en général, savent énormément de choses. Il y a également des vertus ludiques, on les a citées. On peut très bien aller vers le terrain des jeux ou des jeux sérieux. Il y a également des vertus immersives. On travaille beaucoup également la réalité virtuelle et ce qu'on peut tirer de cette méthodologie, de cette méthode. Donc clairement, il y a un espace des possibles largement enrichi pour un pédagogue qui va pouvoir, en fonction de ce qu'il a à faire, se servir au niveau de ces nouvelles modalités. Pour autant, je dirais qu'une deuxième dimension pour moi qui est intéressante, je fais allusion en fait à une vision qu'on a développée, j'utilise la mère nature, le caméléon, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est aussi une histoire d'écosystème d'apprentissage qui se veut enrichi à l'image d'un caméléon. Chaque couleur représente une modalité. Mais ce qui est intéressant avec le caméléon, c'est que le caméléon n'est pas exclusif. Il incarne une forme de diversité, c'est-à-dire qu'une modalité, une couleur peut s'allumer comme elle peut s'éteindre, mais le caméléon incarne la diversité et non pas ce que j'appellerais l'approche manichéenne, c'est-à-dire de dire qu'une méthode implique la renonciation à une autre. En tout cas, ce n'est pas mon approche. Autrement dit, être en salle avec des collègues n'est pas antinomique de l'introduction du numérique dans un parcours d'apprentissage. Donc le caméléon, quelque part, c'est l'écosystème d'apprentissage qui nous anime, qui fait battre nos cœurs, et à partir duquel on peut donc construire, troisième dimension, qui relève d'une forme de pensée systémique, ce qu'on appelle désormais chez nous la formation qui en devient voyage d'apprentissage. Le voyage d'apprentissage incarne justement la capacité à traverser des géographies différentes et des temporalités différentes. Donc quelque part, on emmène l'apprenant dans un voyage qui est la combinatoire des modalités qu'on a pu voir exprimées par les couleurs du caméléon. Mais ce qui est important, c'est que le voyage possède un sens porté. Autrement dit, la modalité reste le moyen. Le voyage porte l'ambition. La modalité, finalement, si elle n'a aucun intérêt, ne sera pas partie intégrante du voyage. Il me semble qu'il y a là un élément intéressant qui permet de répondre aussi à ce qu'on appellerait l'effervescence du monde et finalement aussi de temps en temps un certain bling-bling ambiant qui fait que tous les matins il y a une nouveauté. L'intérêt, c'est une fois de plus le sens porté du voyage et ce qu'on veut vraiment lui faire faire, finalement l'impact qu'a le voyage et moins finalement la modalité intrinsèque. Donc par rapport à ces trois dimensions, je partage avec vous trois réflexions. La première, changer n'est pas transformer. Autrement dit,
vis-à-vis de cette effervescence, installer durablement une modalité dans un écosystème et travailler non seulement avec les concepteurs mais également les apprenants prend du temps. Autrement dit, distinguons le changement de surface de la transformation profonde. Vous verrez que justement le challenge n'est pas le même et que beaucoup qui iront dans la surface n'iront pas souvent en profondeur. Donc finalement, on sera aussi également regardé et jugé à l'aune de la durée de ce que nous faisons et pas uniquement dans un changement permanent en cédant quelque part aux sirènes du changement. Deuxième réflexion, le digital learning, entre guillemets, va requérir en premier lieu de changer les hommes et les femmes de la formation. Ce sont eux-mêmes qui conçoivent, ils sont donc les premiers intéressés à comprendre ce qu'on leur propose avec le caméléon. Un constat qu'on opère chez nous, c'est que là aussi, c'est une histoire de changement. Et même d'ailleurs de vocabulaire, car on utilise digital learning aujourd'hui, on aurait pu dire numérique au service de l'apprentissage. Le vocabulaire sera d'ailleurs un prérequis très important dans un espace et une conduite du changement si on veut être certain de parler de la même chose. Surtout en ce moment avec l'ébullition des terminologies qui chaque matin vont changer. Troisième constat qui est intéressant, justement pour revenir à la diversité et éviter à mon avis tout propos manichéen, il est intéressant de voir que le numérique, finalement, de façon peut-être paradoxale, ramène sur le devant de la scène de vieilles compétences, tout aussi importantes hier qu'aujourd'hui, prenant l'esprit critique. Lorsque vous regardez l'effervescence des savoirs, on utilise chez nous une expression, c'est l'ubiquité des savoirs, par rapport à nos générations qui, une fois de plus, allaient souvent à la bibliothèque prendre un livre. Aujourd'hui, ce sont des millions de références dans Google Scholar, si vous êtes académique. Eh bien, cette ubiquité des savoirs, il est intéressant de voir, engendrée par le numérique, et c'est également évidemment un espace des possibles extraordinaire, que d'anciennes compétences reviennent sur le devant de la scène, ce qui pour moi plaide pour la complémentarité des approches, mais certainement pas l'opposition des approches. Donc l'esprit critique et finalement les humanités constituent des éléments, il me semble, extrêmement importants à prendre en compte dans l'échiquier de la pédagogie. Merci. Donc nous allons nous tourner maintenant vers celui qui représente beaucoup d'entre vous ici, qui est présent dans la salle, un directeur des ressources humaines, Monsieur Xavier Foncarny-Ribes. En tant que DRH, en tant que directeur des ressources humaines, nous souhaiterions que vous puissiez mettre en valeur votre perception de ces enjeux d'organisation. Comment est-ce que précisément il se manifeste dans les métiers de la banque, et puis qu'est-ce que vous souhaitez souligner de la transformation des investissements formation qui doivent s'opérer. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. On est passé par tout le champ de la conduite du changement, mais au final, on a eu 3 fois plus de candidats en interne qui se sont positionnés pour un de ces postes qu'on avait de postes à pourvoir. Donc finalement, la transformation était réussie. Et puis aujourd'hui, on est quand même sur un déroulé où les choses se passent très bien. La banque, c'est avant tout la technologie aujourd'hui. On a eu nous aussi une forte partie de notre population qui n'était pas à l'aise et qui a vu le digital comme vraiment un risque finalement pour la carrière et puis un risque pour l'employabilité. On a accompagné pour banaliser ce qu'était le digital, pour en faire ensuite, avant tout, un outil qui démultiplie les chances de carrière et qui démultiplie le champ des possibles pour l'ensemble des collaborateurs. C'est finalement d'en faire un outil absolument positif. Donc voilà, pour l'exemple qui a été le nôtre. En termes d'accompagnement de formation, évidemment, il y a eu ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis après, ça a été aussi, finalement, le digital, puisqu'il fallait être en mesure de conseiller les clients à distance, il a fallu qu'on accompagne effectivement sur cette agilité à conduire la relation de ce point de vue-là, mais ça a aussi permis pour certains de ces collaborateurs dont je parlais tout à l'heure, finalement, en changeant de métier, de réinvestir pour eux sur leur cœur de métier bancaire, et ce qui a permis de déclencher ces parcours de formation, c'est effectivement, je change de métier, ce que je n'avais pas imaginé, je peux le faire dans mon bassin d'emploi, j'acquiers une nouvelle technologie via le digital et aussi je renforce ma compétence en tant que conseiller. Voilà. On observe 2 choses. C'est que quand une entreprise entre dont le métier n'est pas numérique, entre dans la révolution digitale, c'est-à-dire que le processus de transformation est tellement significatif qu'une part importante des emplois est concernée, dans ce cas-là, on arrive à trouver des ressources pour investir sur le matériel. On a beaucoup plus de mal pour trouver des ressources pour investir sur l'immatériel, qui est nécessaire pour accompagner la transformation. Et on met dans l'immatériel aussi bien les consultants, les travaux d'études, que la formation des personnels. Donc on a un sujet, comment est-ce qu'on fait quand une entreprise bascule en entreprise en transition numérique pour une période donnée, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'on fait pour valoriser l'investissement immatériel d'une entreprise dont le cœur de métier n'est pas numérique. Et la deuxième chose, deuxième question qui nous a été posée, après il y a des solutions, la deuxième question qui nous a été posée, c'est les repères professionnels. L'être humain, ça c'est un invariant anthropologique, a besoin de se repérer, y compris par rapport aux autres, dans un collectif de travail ou dans un secteur donné. Les repères professionnels sont bousculés. Les qualifications professionnelles, les certifications qui vont avec le sont tout autant. Comment est-ce qu'on refabrique ou on transforme nos repères professionnels pour pouvoir donner de la perspective et amener les personnes, tout simplement, à reconstruire des trajectoires professionnelles. On ne peut pas laisser les gens sans repères.
c'est les plus fragiles qui seront déboussolés les premiers, et considérer que chacun se débrouille, c'est son problème. Je crois que là, on risque d'aller vers un désastre social. Donc il y a une énorme pression aujourd'hui sur les branches professionnelles, sur l'ensemble du système éducatif pour refabriquer ou revisiter nos repères professionnels. Je dirais que ce sont nos deux grands enjeux. L'entreprise en transition, comment est-ce qu'on accompagne un statut peut-être de l'entreprise en transition pour valoriser l'investissement immatériel, la personne confrontée à ces processus-là, comment est-ce qu'on retravaille les repères professionnels de façon significative avec un enjeu énorme pour les branches professionnelles. J'aime bien l'image d'Edgar Morin, vous savez, il parle de la complexité, hein. C'est un auteur de la complexité. Il a une phrase qui, je trouve, fonctionne complètement dans ce contexte-là. Quand vous êtes confronté à un océan d'incertitude, il faut avancer d'archipel de certitude en archipel de certitude. Eh bien, quels sont les repères, ces archipels qu'on va pouvoir poser? C'est tout l'enjeu, je crois, pour accompagner la transformation, en tout cas de nos TPE-PME, et même un peu au-delà. Voilà, en quelques mots, Philippe, ce que je voulais dire. Nous donnons tout de suite la parole à Monsieur le Haut-Commissaire, Jean-Marie Marx, avec, au moment où nous sommes, sans doute un regard particulier sur la politique que les pouvoirs publics veulent mettre en œuvre, au regard de l'ensemble des enjeux que nous venons d'observer. Oui, merci. D'abord, je suis ravi de participer à cette table ronde et partage bien évidemment beaucoup de choses qui ont été dites et les apports qui ont été faits par les uns et les autres ont au cœur effectivement des sujets. Je voudrais effectivement recentrer pour ce qui est de cette conclusion sur le rôle un peu des pouvoirs publics et nos ambitions aujourd'hui, dans le contexte que vous avez évoqué. Je crois que tout d'abord le rôle des pouvoirs publics, c'est d'accompagner cette transformation numérique. Et plusieurs d'entre vous ont évoqué le sujet de, finalement, je ne sais plus qui disait, 20 ans en arrière ou durant 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose effectivement dans ce domaine, avec le début des formations à distance, je me souviens très bien, et puis la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il est clair qu'aujourd'hui, les évolutions doivent bouleverser et bouleversent la manière dont on peut prendre en compte ce type de formation, ce type d'approche, tout d'abord effectivement dans le cadre législatif et réglementaire, et c'est le sens de la loi Avenir Professionnel qui ouvre de nouvelles perspectives attendues depuis longtemps, que ce soit effectivement sur les formations digitales ouvertes, que ce soit aussi des situations de formation en milieu de travail, qui sont également un élément important. Donc on a là une base, je ne vais pas développer d'autres éléments de la loi, mais il fallait effectivement débrider quelque part la définition de l'action de formation, et c'est ce qui a été fait. Et donc là, on a une base juridique qui nous permet effectivement d'avancer, et je crois que c'était absolument indispensable. Plusieurs l'ont évoqué, Joël l'a évoqué, donc la transformation des métiers. 50% ou 40%, peu importe, mais près de la moitié effectivement des métiers vont être transformés, c'est presque plus important. C'est plus important finalement que les métiers nouveaux qui vont arriver, des métiers bien évidemment qui vont disparaître. Mais le sujet de la transformation des métiers et de l'employabilité finalement des personnes est un sujet essentiel. Et j'allais dire, si ce ne sont pas les entreprises qui s'en emparent en situation de travail, on aura des difficultés. Donc d'abord, il y a des actifs salariés en poste, et comment on accompagne, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises ce soir, dans les réseaux bancaires, dans d'autres domaines, il faut absolument accompagner donc ces transformations et travailler donc l'évolution de ces situations de travail et l'évolution donc des compétences. Alors notre sujet, c'est aussi au niveau du plan d'investissement compétences, d'accompagner ces transformations. Voilà, nous avons 3 ambitions. Pour les résumer, une ambition de remettre le pied à l'étrier à des jeunes et à des demandeurs d'emploi ou des personnes à la recherche d'un emploi ou très éloignées effectivement du marché du travail. Et bien évidemment le sujet de l'autonomie numérique arrive assez vite derrière. On a comme ambition de travailler sur des sujets de tension et de tension sur le marché du travail. Et on a comme ambition aussi de transformer finalement, d'accompagner la transformation des compétences. Et donc en termes d'objectifs, c'est assez simple, on en a 2, c'est former, en utilisant tout le potentiel de la formation, au sens large du terme. Donc un acte de formation, je n'ai jamais pensé que c'était uniquement le face-à-face. Et donc effectivement, c'est une mixité de situations, et lorsqu'on s'intéresse notamment aux personnes les plus éloignées de l'emploi, le digital offre des potentialités assez intéressantes pour certains, effectivement, certains qui ont plus de facilité à travers de serious games ou d'autres situations d'apprentissage. Donc il faut à tout prix diversifier ces situations d'apprentissage, tenir compte aussi des apprentissages en situation de travail, et Philippe évoquait l'expérimentation qu'a mené les fonds paritaires sur les formations en situation de travail. Donc il faut à tout prix diversifier donc ces situations pour former ces 2 millions de personnes. Et le deuxième enjeu, c'est bien celui de la transformation de la transformation du système de formation professionnelle, dont l'offre de formation est un des éléments. C'est vrai. Alors, il y a
eu des évolutions importantes dans l'offre de formation, et on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le cas général de l'offre de formation. Donc il faut qu'on accompagne ces transformations, et c'est bien évidemment un sujet important. Voilà, pour clôturer et pour conclure, j'allais dire, j'ai trois points peut-être pour terminer cette table ronde. La liberté qu'offre finalement la transformation numérique. Liberté d'agir, liberté de nouvelles potentialités. Je ne développe pas. Deuxième sujet effectivement important, qui me semble important, c'est le fait de travailler sur les compétences et sur l'analyse des compétences. Je ne confonds pas savoir et compétences, mais donc là, l'utilisation de la data, de l'intelligence artificielle, donc ça me paraît capital. Et le troisième élément effectivement de conclusion, c'est aussi l'objectif de diversifier ces situations d'apprentissage et de faire évoluer donc l'offre de formation est un enjeu extrêmement important. Et vous y êtes. Je pense que beaucoup d'organismes y sont, d'écoles, bien sûr, dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles du supérieur. Si on regarde un peu de près ce qui se passe. Et c'est sûrement pas le sujet, effectivement, de la construction d'un amphithéâtre, comme l'évoquait le président de la Chambre de commerce, qui doit arriver peut-être en premier. Il y a d'autres modalités, les plateformes, etc. Donc voilà, la transformation de l'offre de formation. Donc voilà, au niveau du plan d'investissement compétences, on est prêt à accompagner. Alors c'est vrai que le plan d'investissement, il est ciblé sur les moins qualifiés, les plus éloignés, on le sait bien, mais il a tout un volet d'innovation pédagogique, d'innovation même de création, et dans le cadre d'appel à projets très ouverts, qui nous permettent de prendre en compte les différents projets. Et c'est dans ce cadre, effectivement, je pense qu'il y a des articulations à trouver, y compris en combinant des situations expérimentales et de R&D. Donc merci à vous. 2 mots pour vous dire qu'à mes yeux, le monde de la formation doit partager 4 valeurs. L'engagement, le réalisme, le côté opérationnel, la bienveillance et la qualité. Et je me félicite que lors de ces échanges, ces valeurs aient été soulignées. Et je pense que ce sont ces valeurs qui permettront à tout un chacun de franchir le gué de la rupture digitale. Et ce sont ces valeurs aussi que, depuis un certain nombre d'années, nous avons fait nôtre au sein de First Finance. C'est d'ailleurs plus récemment, depuis 4 ans, ce qui nous a incité en termes de digital learning à développer des Executive Online Certificates, donc ces programmes online certifiants avec HEC, pendant 4 ans sur les thématiques financières. Nous avons ensuite poursuivi avec Wharton et Columbia. Et effectivement, nous sommes très heureux de vous annoncer qu'à partir de janvier 2019, vis-à-vis de cette transformation digitale, nous lançons Skill First, qui est le premier portail de certification de compétences clés à l'ère du digital, avec nos clients que nous avons regroupés en Client Advisory Board. Donc je suis très reconnaissant qu'un grand nombre de nos clients partenaires aient vraiment co-conçu en fait cette offre avec nous, et je vois beaucoup de visages connus évidemment dans cette salle. Je vous en remercie beaucoup, avec des partenaires de très haut niveau, donc ESCP Europe et EM Lyon. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore.